Un téléphone qui n'arrive pas de sonner. À qui le téléphone là? Peut-être de réinitialiser, il a plus d'une minute déjà d'enregistrement. Distingué vice-président, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif, chers militants et sympathisants, mesdames et messieurs de la presse, la conférence de presse à laquelle vous avez été conviés ce matin, après l'actualité du moment qui touche le parti, notamment les réactions ou les gesticulations de nos anciens compagnons de lutte, ce matin, pour vous servir sur ces questions, vous avez le vice-président 3 du parti, monsieur Edgar Bournomo, le vice-président 4, madame Colette Métillet, et monsieur le secrétaire exécutif adjoint 1, monsieur Jean-Robert Boulongana. Et naturellement, vous connaissez le procédé, c'est la parole à qui veut la prendre. Vous levez la main, vous dites votre nom et vous déclinez l'organe de presse auquel vous appartenez. Et à la fin, on pourra naturellement échanger sur les questions que vous voudrez bien approfondir avec les personnes qui sont ici. Donc, merci encore. Bonne conférence de presse. À vous la parole, monsieur le vice-président. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez tous sans doute, Michel Mengameson a tenu samedi dernier une conférence de presse au cours de laquelle il a distillé un certain nombre de contre-vérités. C'est pour établir la vérité et dissiper la confusion volontairement entretenue autour du différend qui nous oppose que nous avons organisé la présente rencontre et nous vous remercions d'ores et déjà d'être présents. Nous pensons que pour que nous soyons tous au même niveau d'information, un historique s'impose. Nous vous rappelons que le 9 juillet 2017, le Front pour l'unité nationale et le développement unitaire, le FUNDU, du président Noël Bourboubou et Pembia, organise un congrès extraordinaire de changement de dénomination pour devenir le Rassemblement Héritage et Modernité RHM, de son logo, de sa devise, de ses organes dirigeants et avec comme président le professeur Alexandre Barrault Chambrier. Le 20 juillet 2017, une notification pour information des actes de ce congrès extraordinaire est faite au ministère de l'Intérieur, conformément à l'article 23 de la loi 6/2021 du 14 février 2012, modifiant la loi 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. Le 22 août 2017, le ministère de l'Intérieur délivre, conformément aux dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi relative aux partis politiques, un récépissé définitif de changement de dénomination du FUNDU devenu RHM, soit 32 jours après la notification. 32 jours après la notification. Le 4 mai 2018, entrée au gouvernement de Michel Menga en qualité de ministre d'État, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadre de Vie. Le 30 mai 2018,
une commission de discipline ayant prononcé la suspension de Michel Menga de ses fonctions de secrétaire général du RHM est tenue conformément aux articles 125 et 132 des statuts du RHM. Les 5, 6, 7 avril 2019, le rassemblement Héritage et Modernité RHM tient un congrès extraordinaire consacrant le changement de sa dénomination en Rassemblement pour la patrie et la modernité, de son logo, de sa devise et de ses organes dirigeants. Le 15 avril 2019, une notification pour information des actes de ce congrès extraordinaire est faite au ministère de l'Intérieur, conformément à l'article 23 de la loi relative aux partis politiques. Le 23 décembre 2020, le ministère de l'Intérieur délivre un récépissé de dépôt de dossier complet des actes du congrès extraordinaire du changement de dénomination du RHM en RPM, de son logo, de sa devise, de ses organes dirigeants, soit 18 mois après la notification. Le 3 janvier 2021, un prétendu congrès de clarification du RHM est organisé par Michel Menga. Le 16 mars 2021, une requête en référé d'heure à heure aux fins de cessation de troubles conformément à l'article 348 du Code de procédure, civile est déposée. Le 16 avril 2021, le juge de référé rend une ordonnance. Voilà l'historique de ce qui va suivre. Michel Menga a prétendu qu'à la suite de l'ordonnance du juge de référé du 16 avril 2021, je cite, « Les choses sont désormais claires. Le RPM n'a aucune existence juridique et ne saurait donc être présidé par quiconque. » Et d'ajouter, je cite à nouveau, « La décision du juge de référé atteste bel et bien l'existence du RHM dont je suis le président statutaire. » Fin de citation. La soi-disant clarté. Sur cette soi-disant clarté, il nous faut tout de suite préciser que par son dispositif, l'ordonnance du 16 avril est loin de clore les débats. D'abord, parce qu'il s'agit d'une décision en première instance, susceptible d'appel, et comme la loi nous y autorise, nous avons dès le 19 avril interjeté appel et nous verrons bien ce que le juge en deuxième instance décida. Ensuite, nous avons saisi le juge de référé pour qu'il ordonne une cessation de troubles que Michel Menga occasionne par ses déclarations et ses ultimatums. Notre requête ne portait pas sur le fond, c'est-à-dire sur le problème de l'existence juridique du RPM ou sur celui de la légitimité à la tête du RHM. Ces questions feront l'objet, le moment venu, de recours devant les instances judiciaires et administratives compétentes qui devront juger sur le fond. Comme vous le voyez donc, rien n'est encore définitivement tranché. Et le triomphalisme de notre protagoniste est quelque peu prématuré. Enfin, Michel Menga a affirmé, sans en apporter la preuve, que la décision du juge de référé atteste qu'il est président statutaire du RHM. En effet, cette affirmation n'apparaît nulle part dans l'ordonnance du juge de référé. Il s'agit purement et simplement d'une affabulation destinée à tromper l'opinion. Par ailleurs, le congrès du 3 janvier 2021, auquel il fait référence, a été convoqué en violation des statuts et règlements du RHM, qui dispose en son article 11, alinéa 1er des statuts, que le congrès se tient tous les 5 ans. Le dernier congrès ordinaire s'étant tenu en 2017, le prochain devrait se tenir en 2022, sauf s'il s'agit d'un congrès extraordinaire.
Dans ce cas, l'article 11, alinéa 2 des statuts stipule que le congrès est convoqué à l'initiative du bureau politique ou à l'initiative concertée du président et du secrétariat exécutif. Or, Michel Menga, faut-il le rappeler, avait été en mai 2018, à la suite de son entrée au gouvernement, suspendu de ses fonctions de secrétaire général en application de l'article 132 des statuts. On peut dès lors se demander sur quelle base et en quelle qualité pouvait-il convoquer un congrès. Était-il déjà président avant même la tenue de son fameux congrès? Qui sont les membres du bureau politique qui auraient pris l'initiative de convoquer ce congrès et qui sont les membres du secrétariat exécutif avec lesquels il se serait concerté, puisque ces organes ont été, d'après Michel Menga lui-même, mis en place au sortir de son fameux congrès du 3 janvier. Michel Menga a affirmé sans sourciller que la loi au Gabon interdit à un parti politique ayant des élus de changer de dénomination. Il a eu du mal à donner les références de ce texte parce que simplement il n'existe pas ce texte. C'est vraiment ahurissant de voir un soi-disant président d'un parti politique qui de plus est membre du gouvernement étaler ainsi sur la place publique sa méconnaissance des textes et surtout la loi sur les partis politiques. Lui qui avait été à l'époque secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais. Ce qu'il ignore, c'est que la loi relative aux partis politiques, dans son chapitre 3e, traitant des principes généraux de fonctionnement des partis politiques, c'est-à-dire des formations politiques qui existent déjà, en son article 23, leur donne le droit de procéder à des modifications majeures de leur structure ou de leur programme, à savoir les statuts, le règlement intérieur, siège, dénomination, logo, emblème ou organe dirigeant, à condition de notifier ces changements, pour information au service compétent du ministère de l'Intérieur dans un délai de 15 jours à compter de la date des 10 changements. Cette notification donne lieu à la délivrance d'un récépissé. Point. C'est ce que nous avons fait. Il est vrai que l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a été délibérément créé par le ministère de l'Intérieur, qui a obstinément refusé de délivrer au RPM le récépissé prévu par la loi, alors que les actes du congrès extraordinaire du RHM, qui a procédé aux modifications dont le changement des dénominations et autres, lui ont été communiqués dans les délais prescrits. Il a fallu attendre le 23 décembre 2020, soit 1 an et 8 mois après la notification des changements, pour qu'il délivre un récépissé de dépôt, document non prévu par l'article 23 de la loi relative aux partis politiques, qui concerne un régime de mutation de partis et non celui de leur création, qui lui est régi par les articles 9 et suivants de la même loi, lesquels mentionnent expressément la notion de récépissé de dépôt et de récépissé définitif de déclaration, dans le cas de la création d'un nouveau parti. Comme par hasard, le 3 janvier, Michel Menga réunit son congrès dit de clarification, au terme duquel il s'autoproclame président du RHM sous le prétexte fallacieux que nous ne voulions plus du RHM. Nous l'aurions abandonné et lui n'a fait que le récupérer. La connivence entre le ministère de l'Intérieur et Menga, du fait de ce séquençage, ne laisse planer aucun doute. Michel Menga s'est vanté d'avoir des élus nationaux et locaux, 6 députés et 72 conseillers municipaux et départementaux. Il aurait dû indiquer combien parmi eux a-t-il investi en dehors de lui-même et surtout quel soutien leur a-t-il apporté alors qu'il participait déjà à son aventure solitaire au gouvernement, sans l'accord des instances dirigeantes du parti
et en dépit de leur refus unanime de cautionner sa décision unilatérale de rallier le pouvoir d'Ali Bongo. D'ailleurs, en brandissant des menaces à l'encontre des élus qui ne le suivront pas, j'en suis un exemple, il s'est bien gardé de dire sur quelle ligne politique il leur demande de le rejoindre, hormis la préservation de leur mandat et de son maintien au gouvernement. La préservation d'un mandat électif, encore moins le maintien de Michel Menga au gouvernement, ne peut à eux seuls constituer une ligne politique. En effet, pour ces représentants des populations, dans les assemblées nationales et locales, outre le fait d'avoir été élus sous la bannière du RHM, ils ont obtenu la confiance des populations sur la base d'un discours d'opposition à la politique du pouvoir en place. C'est cette position qu'ils défendent lors de leurs interventions dans ces différentes enceintes. En d'autres termes, le contrat qu'il est lié aux populations est fondé sur le refus de cautionner la gouvernance des dirigeants actuels au nombre desquels figure Michel Menga. Renoncer à cela, c'est d'une certaine façon trahir la confiance placée en eux par leurs différents électeurs. Certes, il semble qu'il n'y ait plus de morale en politique dans notre pays, mais il faudra au moins conserver un minimum de dignité et affirmer les convictions pour lesquelles on se bat. Mesdames et messieurs, il est évident pour tout un chacun que toute cette agitation cache mal le fait que Michel Menga est en service commandé par le Parti démocratique gabonais pour déstabiliser, comme d'autres avant lui, le camp de l'opposition en général et une force politique résolument ancrée dans l'opposition patriotique en particulier, laquelle opposition lutte inlassablement pour l'alternance et le changement dans notre pays. Pour la petite histoire, nous croyions tous être partis du PDG pour marquer notre rupture avec le système et sa gestion calamiteuse du pays. Chemin faisant, nous nous sommes aperçus que certains parmi nous l'avaient fait, non pas par conviction, mais pour marchander leur retour. Et l'actualité nous en donne raison. Michel Menga et ses acolytes font de la liquidation du RPM, émanation du RHM, et de ses dirigeants un fonds de commerce pour se maintenir au gouvernement. Au lieu d'user de ces stratagèmes, il gagnerait à suivre l'appel lancé au fils spirituel d'Omar Bongo pour faire son grand retour au PDG, comme cela est aujourd'hui de 16 ans. Cela aurait au moins eu l'avantage de la clarté. L'histoire retiendra qu'il a choisi le camp des oppresseurs du peuple dans son élan schizophrénique à retourner dans sa famille politique d'origine. Michel Menga a porté préjudice à notre parti. Il a trahi notre pacte commun. C'est lui qui nous a abandonnés en allant au gouvernement. D'ailleurs, notre mutation RHM en RPM tenait plus d'une volonté de nous défaire du mot héritage, que certains à conviction politique morte tentaient absolument de maintenir, voulant ainsi nous faire paraître comme un parti satellite du PDG. Telle était à terme leur stratégie. Et je continue à dire que l'actualité nous donne toujours raison. Le peuple gabonais assoiffé d'alternance le jugera. Tels sont, mesdames et messieurs, de la presse, les propos introductifs que nous tenions à prononcer à l'entame de notre rencontre. Nous sommes à présent à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Avant de passer à la phase questions, vous allez remarquer que nous avons insisté sur un historique. Nous avons insisté sur un historique et
en insistant sur l'historique, nous sommes partis du Fundu. Je voudrais vous le rappeler. Au départ de notre histoire, et de ce feuilleton, il y a le Fundu. Et je tenais à vous présenter ça. Nous avons tous adhéré au Fundu. Fundu. Le président Barros Chambrier, Fundu. Michel Menga, Fundu. Vous avez la signature du président du Fundu. Vous pouvez mettre la signature du concerné. Il y a moi, là, Fundu, pareil. Il y a Clotaire Ibala, Fundu. Il y a Santurel Goma Madungu, Fundu. Il y a Michel Mboumi, Fundu. Et nous sommes nombreux comme ça. Vincent de Paul Ngonjou, Bilibi Essono, Sylvain Mombon Djambo, Wilfried Bongouati, Viviane Mirapou, comment il s'appelle, Mexan Renami, Olivier Zuet. Voilà, certains n'ont pas de photos. Je vois là Anatole Fumboulou, je vois Eyine Don Yacinthe, et ici il y a Barine Dimal, Pierre Ndommeyer. Nous sommes tous au départ militants du Fundu. Parce qu'on va avoir un débat sur une notion juridique de fondateur, on y reviendra. Je vous remercie. Merci Bébé. Je crois que la parole est à qui veut la prendre. Si vous avez une question, vous levez la main, vous écrivez nom et prénom, et puis on gagne le fait. Joseph Anders de l'agence de presse Équateur. J'ai 3 questions que je souhaite poser. La première, c'est celle-ci. Sur quoi s'est fondé le juge de référé pour déclarer irrecevable la requête du président du KPL? Et tout à l'heure, vous disiez que vous avez introduit un recours. Si jamais les choses tournaient une nouvelle fois à la faveur de M. Menga, est-ce que le RPM va renoncer à sa dénomination? Et si oui, que prévoit la loi à propos des députés? Voici mes 3 questions. Merci. Je vais les prendre dans tous les sens parce que j'ai passé toute la nuit à regarder en 3 dimensions les articles 1er et 2e, les alinéas 1 et 2 de l'article 438 du Code de procédure civile. J'ai regardé la loi relative aux partis politiques, j'ai regardé l'ordonnance du juge de référé, j'ai regardé les statuts du RHM, j'ai tout tourné ça dans tous les sens. J'ai noté un certain nombre d'éléments que je vais certainement vous lire. Mais pour dire, nous aussi nous posons la même question. Il faut rappeler que le juge de référé ne donne pas raison à quelqu'un. C'est un juge, c'est le juge de l'urgence. C'est un juge du provisoire. Il juge, il rend une décision sur une question qui lui est posée. Il ne fait rien d'autre. La question qui a été posée au juge de référé, c'est de demander à Menga, c'est une demande de cessation de troubles et rien d'autre. Ce n'est pas un juge qui juge au fond, c'est un juge qui juge sur la base des tests, sur la question qui lui a été posée. Et donc, sur la question de demander une cessation de troubles, personne ne peut avoir raison, on ne peut donner raison à personne. Je pense qu'il y a des dossiers qui vous ont été transmis. C'est ça. Voilà. Et donc, dans ces dossiers, il a été copié la décision du juge de référé, il faut bien la lire, qui dit que nous n'avons pas qualité à agir, qui dit que le RPM n'est pas un parti d'égalité. Ce n'est pas ça les questions qui ont été posées au juge de référé. Le juge de référé répond aux questions qui ont été posées. Soit il répond à la question, soit il se reconnaît incompétent face à cette question. Il n'a pas à aller au fond. Il n'a pas à répondre sur le RPM, il n'a pas à répondre sur notre qualité à agir, il a à répondre sur une question qui lui a été posée. C'est ça le rôle d'un juge de référé. C'est un juge provisoire, c'est un juge de l'urgence. Il faut déjà qu'on intègre ça. Maintenant, sur quoi il s'est basé? J'ai regardé. La question, c'est, je ne sais pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi il a refusé de faire une cessation de trouble. C'est ça la question qui lui a été posée. Au meilleur des cas, il aurait peut-être pu prendre des mesures conservatoires pour calmer le jeu. Il n'a rien fait de tout ça.
il s'appuie sur des articles qui font état de la création d'un parti nouveau. Il s'appuie sur des articles qui font état de la fusion de partis politiques. Or, nous sommes dans le cadre de l'article 23, un parti qui change de dénomination. Il intervient sur la qualité à agir. Mais on ne peut pas dire que le RPN, qui est en voie de légalisation, disons ça comme ça, n'est pas légal. S'il n'est pas légal, le repli, c'est qu'on est RHM. Le seul récépissé qu'a le ministère de l'Intérieur, qui est un récépissé de déclaration de parti politique, c'est celui du RHM, qui a pour président Barreau Chambrier. Mais que deviendra le RPN? L'organe souverain d'un parti politique, c'est le Congrès. Le Congrès a acté un changement de dénomination. Moi, membre du RPN, je me reconnais RPN parce que c'est la décision du Congrès. Il n'y a qu'un circuit administratif à faire. Mais là encore, le ministère de l'Intérieur, on ne comprend pas beaucoup. Le document qui va vous être donné, il y a la loi relative aux partis politiques qui va suivre. C'est cette loi-là. Vous l'aurez dans votre dossier. Alors, quand on parle de la création et de la déclaration d'un parti politique, à l'article 9, il n'y a qu'à l'article 9 où on sort le mot délivrance d'un récépissé de dépôt. On n'en parle plus nulle part. Ça, c'est dans le cadre de la déclaration de la création d'un parti politique. On parle de récépissé de dépôt à l'article 9. Et à l'article 13, on parle de récépissé de déclaration de parti. Voilà. Et on dit bien que le récépissé de déclaration ne peut être délivré par le ministère de l'Intérieur. Si le récépissé de déclaration ne peut être délivré, le ministère de l'Intérieur doit motiver sa décision. Jusqu'à présent, on est dans le cas d'un parti neuf. Et vous avez la section 1 de la même loi qui parle des regroupements de partis politiques. Là-dedans, on dit que lorsque vous vous êtes regroupé, il vous est délivré un récépissé de regroupement de partis politiques. Le récépissé de déclaration de regroupement est délivré après vérification de l'acte de regroupement. Donc il est délivré après vérification. Le récépissé de déclaration de parti politique est délivré après vérification. Et vous avez le récépissé de fusion de partis politiques. On dit récépissé de déclaration de fusion. Le récépissé de déclaration de fusion est délivré après vérification de la fusion. Mais vous avez l'article 23 qui dit toute modification majeure intervenue au niveau des structures ou des organes d'un parti politique, notamment sur sa dénomination, les statuts, le règlement intérieur, le siège, l'emblème, le logo, les organes dirigeants, doit être notifié pour information au service compétent du ministère de l'Intérieur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la modification concernée. Et le dernier alinéa dit cette notification donne lieu à la délivrance d'un récépissé. Point. Alain, ou tu distribues après, parce que quand tu fais ça, voilà. Voilà ce que ça dit. Donc, nous aussi, nous nous posons la même question que vous. Sur quel élément s'appuie le juge de référé pour trancher sur des problèmes administratifs alors qu'il n'est pas juge administratif? Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Vous avez posé la question au cas où le RPM n'est pas reconnu. Nous nous posons aussi la question que le ministère de l'Intérieur fait partie du gouvernement. Ce n'est pas une proposition de texte qui a fait la loi relative au parti. C'était un projet de loi. Ça veut dire ça, c'était une émanation du gouvernement. Nous ne comprenons pas comment le ministère de l'Intérieur fait pour interpréter cette loi-là. Parce que nous avons un problème. C'est que ici, c'est le changement des dénominations. On passe du Fundu au RHM. En effet, au terme des dispositions 33, 34, 35 et 36, quand vous regardez sur la loi, les dispositions 34, 35 et 36 font état de la fusion de partis politiques. C'est dans la section 2 de la fusion des partis politiques. On parle du 33, 34, 36. Or, le ministère de l'Intérieur les pointe ici.
quand le Fundu devient RHM, c'est pas Fundu plus RHM, puisque RHM n'existe pas, n'est pas l'égalité. Or, il pointe des articles qui font état de la fusion. Il y a déjà un problème avec ce récépissé. Mais mieux, le ministère de l'Intérieur délivre un récépissé de déclaration de parti politique. Le Fundu était un vieux parti qui est reconnu. On ne déclare pas un parti. Et dans l'intitulé, ils disent récépissé définitif de changement de dénomination. On est sur quoi? Sur un récépissé de déclaration ou sur un récépissé de changement de dénomination? Il n'y a que Dieu qui peut interpréter ça. Et là-dedans, ils pointent la même loi. Voilà. Et dans ce récépissé, nous l'avons ici, avec les textes. C'est président du parti, Barreau Chambrier. Président d'honneur, Éloi Randy Chambrier, vice-président Noël Bourou et bien. C'est le seul récépissé qu'il y a. Je ne sais pas si on donnera 2 actes de naissance à un même parti. Voilà les confusions, les contradictions de l'administration, du ministère de l'Intérieur, qui nous délivre un récépissé de déclaration de parti politique. Or, quand nous regardons la loi, ça n'existe que quand il s'agit d'un nouveau parti. Et dans le libellé, ils disent que récépissé définitif de changement de dénomination, qui n'existe nulle part dans la loi. Récépissé définitif de changement de dénomination n'existe pas dans cette loi. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce libellé? C'est ça toute la confusion que nous avons avec l'administration du ministère de l'Intérieur. Et c'est ça le gros de notre problème. Je pense que j'ai un peu tout ramassé, mais je crois que j'ai répondu à votre question. Dernière question, l'avenir des députés. La loi est claire. Dans le cas du regroupement des partis politiques, on dit les élus nationaux et locaux appartenant à des partis politiques regroupés continuent à se prévaloir de la personnalité juridique du parti sous la bannière duquel ils ont été élus. Ça, c'est en cas de regroupement. Dans le cas de la fusion, les députés des partis politiques ayant renoncé à leur existence en cas de fusion doivent exprimer leur adhésion à la nouvelle entité, faute de quoi ils deviennent des élus indépendants. De la dissolution, les élus nationaux et locaux d'un parti politique dissous conservent leur mandat en qualité d'indépendants. Et dans le cas de l'article 23, on ne dit rien, on dit simplement on notifie au ministère de l'Intérieur pour information. Rien n'est dit sur les élus. C'est la loi. Voilà. Oui. Monsieur le vice-président, merci pour la clarté de votre propos qui dégage assez de zones d'ombre. Donc il est difficile de rechercher en griffe des cadavres dans les poubelles du NPR. Je voudrais plutôt aller du côté de Mengam, soulever une préoccupation. Il dit notamment que le RHM ne pourrait connaître de mue, non, le RHM ne pourrait connaître de mue quelconque sans sa caution, parce qu'il se revendique membre fondateur aux côtés de Barreau Chambrier. Par conséquent, toute mue d'une quelconque nature devrait se faire avec lui. Quelle réaction à cette... Michel Menga, pour être dans un parti légal, a adhéré au Fundu. Le RHM dont nous parlons n'est que le Fundu qui a mué. Le RPM dont nous parlons n'est que le RHM qui a mué. Qui est fondateur du RHM, puisqu'on est ici tous du Fundu? Voici sa fiche, voici sa signature, voici la signature de Borobou et Pembia, voici le texte, voici le récépissé de changement de dénomination du Fundu au RHM. Il revendique être fondateur de quoi? Puisqu'on est sur le plan juridique. Il n'a jamais brandi de papier, moi je vous l'ai brandi, c'est sa fiche d'adhésion qui est là. Et voici le texte qui donne la légalité au RHM sur la base des cendres du Fundu. Et c'est Borobou et Pembia qui signent
qui accuse réception de son adhésion. Je crois que l'image est plus parlante. Question? Je pense que c'est tellement clair. Dans cette bataille politico-judiciaire qui est quand même à la base fratricide, il y a ce qu'on appelle les principaux protagonistes. Le principal protagoniste de M. Menga, c'est Barreau Chambrier, qui est absent de la table principale des panélistes. Pourquoi cette absence? En fait, je ne sais pas s'il y a un problème de protagoniste individu à individu. Je suis spirituellement à l'origine aussi de ce qu'on peut appeler le RHM spirituel. Mais j'ai envie de dire que c'est un problème de parti à parti, ce n'est pas un problème d'individu. On ne voudrait pas ramener ça sur un débat d'individu. C'est le RHM pour lequel il faut respecter tout ce qu'il y a comme militant. C'est le RHM, c'est le RPN qui est mis en mal. Et donc nous réagissons en tant que RHM. Ce n'est pas une histoire de Barreau Menga. C'est la réduction du débat que Menga veut. Vous savez, sa définition de la politique, c'est l'art de gérer le flou. C'est ce qu'il avait l'habitude de nous dire. Il veut nous amener dans un débat d'homme à homme, terre à terre, parce qu'il a une mission commandée, parce qu'il est question de noircir quelque part quelqu'un par rapport à un certain nombre d'événements. On n'est pas là pour servir ça à Menga. Qu'il sache que quand il parle RHM, il m'a en face. Barreau est certainement parle d'autre chose, n'a pas le temps de se fêcher avec Menga. La conférence de presse la plus rapide. Vous avez été assez clair. Hein. Donc, vous allez recevoir, il y a des documents qui vont vous être mis. Là-dedans, vous avez la loi sur les partis politiques. Il faut bien lire ce texte-là, la loi sur les partis politiques. Vous avez le récépissé, définitif de déclaration de parti politique qui nous fait passer du Fundu au RHM. Vous avez le récépissé de dépôt du RHM au RPN. Vous avez des copies des statuts du RHM tel que ça avait été déposé au ministère de l'Intérieur avec voix d'huissier, où il est clairement expliqué l'article 11, l'article 125 et l'article 132. Donc on vous a copié la page de la décision du juge de référé. Donc je crois que vous avez là de quoi mieux comprendre et mieux appréhender et mieux expliquer et mieux propager la bonne information. J'ai une question un peu boutade sur les bords. Oui. Auquel vous avez déjà répondu. Je ne suis pas familier de la rédaction de l'École du Nord. En 2016, M. Menga s'est fendu d'une déclaration à l'endroit d'Alain Claude Billy-Visé dans laquelle il disait à Alain Claude qu'ils ne sont pas des chiens à qui on tendait un os et ils couraient après. Est-ce que la posture actuelle de M. Menga n'est pas simplement, et là je m'adresse aux députés, peut-être pour donner aussi un peu la parole à l'honorable Boulogana, d'aller le soutenir pendant qu'il ronge son os? Il dit qu'il n'a pas trop bien compris la question. J'ai demandé en 2016, alors qu'il était encore opposant, Oui. il rejetait l'appel du gouvernement à cette époque, Oui. et répondait à Billy-Visé en disant que Billy-Visé pense qu'ils sont des chiens à qui on balançait un os et ils courent après. Oui. Alors, quelques temps après, c'est quelqu'un qui défend exactement la position diamétralement opposée de ce qu'il défendait avant. Est-ce que c'est pas une façon pour vous de vous inviter, vous, à votre... Puisqu'il dit que vous n'étiez que des mécontents à l'époque où vous avez formé le RHM. Donc, ma question s'adresse aux élus. Quelle est leur morale? En fait, j'ai envie de savoir quelle est leur morale face aux mesures, aux menaces
brandi par Menga qui... Bon, s'agissant des menaces, c'est-à-dire que si on lit bien ce qui se cache derrière les menaces, c'est le fait que lui étant président du RHM, si nous ne le suivons pas, il nous exclut. Et s'il nous exclut, nous perdons nos mandats. C'est ça le raisonnement ou la logique qu'il y a derrière cela, derrière ces menaces. Bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, nous sommes au niveau du juge de référé à qui nous demandons de faire cesser ce genre, disons, de menaces. Il y a eu une décision qui a été rendue en première instance. Nous la contestons, nous sommes donc allés en deuxième instance. On verra ce qui sera dit en deuxième instance. Dans tous les cas, la question de qui est président du RHM, c'est une question de fond. Avant qu'on arrive à exclure les gens, il faut d'abord être reconnu président du RHM. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, ce sont les tribunaux qui vont trancher. Donc on verra bien ce que le tribunal va dire. Mais pour l'instant, le tribunal, tel que cela vient d'être dit, n'aborde pas cette question. Le tribunal dit simplement que M. Barrot n'a pas qualité pour agir parce que le RPM n'est pas reconnu légalement. C'est ce qu'il dit. Mais il n'a pas dit qui est président du RHM et qui ne l'est pas. Donc prenez un peu de patience. La justice est en train d'examiner la question sur les ultimatums. Et si jamais nous n'avons pas satisfaction à ce niveau, nous irons au fond pour qu'on dise qui est le président du RHM. Dans tous les cas, cela vous a été clairement expliqué. Je crois qu'il y a un malentendu sur l'interprétation de l'article 23 de la loi sur les partis politiques. La loi sur les partis politiques ne dit pas qu'un parti ne peut pas changer de dénomination. Ne dit pas ça. D'ailleurs, le chapitre en question, c'est les principes généraux de fonctionnement des partis. Si on est dans les principes généraux de fonctionnement de partis, ça veut dire comment les partis peuvent fonctionner, exercer. Et là-dedans, ils ont la possibilité de changer de direction, de changer de nom, de changer de logo. C'est la loi qui le permet. Le seul problème, c'est que ceux qui l'interprètent ne l'interprètent pas convenablement. Pourquoi ils le font ainsi? C'est la grande question. Voilà. Pourquoi on donne un récépissé en 2 mois au Fundu pour devenir RHM et on met 2 ans pour donner un récépissé au RPM? On se demande pourquoi. Et la loi dit que s'il y a un refus, on doit le motiver. Mais on ne refuse pas, on ne donne pas. On ne motive pas. Et nous sommes dans un état de droit. Il y a un problème là. Nous devons être tous soumis à la loi si nous sommes dans un état de droit. Et c'est le droit, c'est la loi qui doit prévaloir. Or, apparemment ici, les gens passent au-dessus de la loi. Comment voulez-vous qu'une administration ne réponde pas à une saisine qui lui a été faite? Le ministre de l'Intérieur a reçu au moins 4 courriers lui demandant de répondre à notre demande, à notre notification. Il n'a jamais répondu. Il ne répond pas. Il ne donne pas le récépissé. Et puis bon, voilà, les choses restent comme ça. Voilà, il y a quand même un problème. Donc, pour me résumer, nous verrons bien. Pour l'instant, nous estimons que nous avons raison. Nous allons nous battre pour faire prévaloir notre droit, puisque c'est un droit que nous avons, que nous exerçons. Voilà ce que je peux vous dire. Pour ajouter, je crois que nous avons là, et vous et nous, l'occasion d'éprouver notre administration de l'intérieur. Parce que nous avons un récépissé, ils l'ont intitulé de déclaration de parti politique. Donc c'est ce récépissé qui donne naissance au RHM. On verra bien s'ils en délivreront un autre. Parce que pour vouloir exclure les gens, il faut avoir un récépissé de déclaration, puisque c'est maintenant le récépissé il faut avoir un récépissé de déclaration de parti politique. On n'en délivre pas 2, on n'en délivre qu'un seul, c'est l'acte de naissance d'un parti. Donc voilà. On veut bien voir le ministère de l'Intérieur en délivrer un 2e et faire de Michel Menga le président de ce 2e RHM, ce 2e enfant né sous le même nom avec les mêmes dates, avant qu'il ne rêve nous exclure. Le
Oui. Merci, je suis Stéphane Guéma de Gabon Matin, l'agence gabonaise de presse. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez engagé plusieurs démarches en réponse à ce qui est fait, au jugement du juge de référé. Mais s'il arrivait que tous les recours que vous avez fait ou bien que vous allez faire n'aboutissent pas, la grande question que l'opinion se pose est de savoir quel sera l'avenir du RPM. Est-ce que le RPM va disparaître? Si et seulement si M. Menga a raison. Mais vous me projetez dans une question pour moi qui n'est pas censée exister. Je continue de vous dire que il n'y a qu'un seul acte de naissance. On va éprouver le ministère de l'Intérieur. Voici, ils ont écrit récépissé définitif de déclaration de parti politique. Et vous parlez dénommé parti politique Rassemblement, Héritage et Modernité. Et là-dedans, le président, c'est Alexandre. On veut bien voir. Ça là, même si la justice et l'administration est comme elle est, on veut bien voir ça. Parce que ça, je ne sais pas. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas délivrer 2 actes de naissance à un même enfant. Moi, pour moi, je n'ai pas de réponse à cette question parce que je m'assois sur ça. Vous comprenez mon problème, je suis député. Donc, je ne pense pas une seconde qu'on va délivrer notre récépissé définitif alors qu'il y a un définitif pour le RHM. On ne peut pas en délivrer un deuxième. Enfin, vraiment, c'est vraiment de l'ineffable. Je ne sais pas répondre à votre question parce que je crois en loi, je crois en la justice. Et vous savez, notre pays est dans une situation sociale que vous n'imaginez pas. Et je pense que la seule digue qui reste et qui maintient un semblant de stabilité sociale dans notre pays, c'est la justice. Même si malheureusement je constate qu'elle est en train de prendre de l'eau, le jour que cette digue la cède, après on va dire si je savais. Le minimum de cohésion sociale que nous avons malgré ces difficultés-là, c'est la justice. C'est vrai qu'elle prend beaucoup d'eau. C'est la seule digue qui reste. Le jour que cette digue la cède, je pense qu'il faut s'attendre à n'importe quoi. Nous croyons encore à ça. Ça, j'ai bien envie de voir le ministère de l'Intérieur donner un autre récépissé définitif RHM, parce qu'il n'y a qu'un seul. Ça, là, j'ai envie de bien voir ça. Je crois tellement en ça. Je suis un législateur que j'ai du mal à répondre à votre question parce que même là, on serait du domaine de l'ineffable. Autre question? Ok. Je crois qu'ils ont bien assimilé le contenu de l'échange qu'on a eu. Donc, si vous voulez clore, la parole à chacun. Bon, je crois que on a été très clair. On est un parti politique organisé et sérieux. On ne va pas répondre à tout bout de champ. On a saisi ce moment-là. On a réuni tous les éléments juridiques que nous avons parce que nous avons lu pas mal de presse. Je tiens aussi à vous dire que c'est souvent un peu gênant de lire que vos propres compatriotes ont du mal à interpréter une décision d'un juge de référé. Que nos compatriotes écrivent sans savoir même le rôle d'un juge de référé. Il donne raison à personne. Il reprend une question qui est posée. C'est un juge provisoire, c'est un juge de l'urgence. Nous avons essayé d'être très clairs, d'être détaillés, de vous donner un certain nombre d'éléments juridiques d'appréciation. Et nous comptons sur vous pour faire votre boulot. Nous vous remercions. Merci.